si on commençait à parler SEO? Allez, viens avec moi, je te propose de découvrir le plugin Yoast pour WordPress. Bonjour à toutes et à tous. Alors on le sait, WordPress et le SEO, c'est une grande histoire d'amour. Déjà, on le doit à une plateforme qui est légère, au code qui est facile à lire, mais on ne va pas se mentir, sous WordPress, il y a des plugins qui ont marqué cette histoire, et notamment le plugin Yoast SEO. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de voir comment l'installer, le configurer et de rapidement découvrir sa prise en main au quotidien. Allez, c'est parti. Ok, donc la première des choses à faire pour pouvoir utiliser un plugin, c'est l'installer. Donc ce que je te propose, tu vas dans ton back-office WordPress, partie extension, ajouter. Tu vas dans le champ de recherche en haut à droite, tu saisis le nom du plugin. Ici, celui qui nous intéresse, c'est Yoast, Y-O-A-S-T SEO. Entrée. Tu cliques sur Installer maintenant. Tu laisses l'installation se faire. Tu laisses l'installation se faire et une fois que c'est terminé, tu cliques simplement sur Activer. Donc ce que tu vas voir, c'est qu'au moment où tu vas cliquer sur Activer le plugin, tu vas avoir un écran de configuration qui va arriver. Ce que je te propose, c'est de le fermer et on va retourner dans Yoast pour pouvoir le configurer étape par étape. Ok, donc le premier truc qu'on va faire dans le plugin, c'est tout simplement aller dans la partie Yoast générale et de regarder ce qui se présente à nous. Donc tu vas voir ici, il n'y a rien de bien méchant, c'est un espèce de panneau d'administration qui va te faire remonter les choses qui sont bonnes ou moins bonnes. Et tu vas retrouver également toute la partie assistant de configuration à ce niveau-là. Donc si jamais tu voulais reprendre la partie avec l'assistant, il te suffit de te rendre dans la partie générale, configuration initiale. Mais nous, ce qui nous intéresse là maintenant tout de suite, ça va être de le configurer. Donc pour ça, ce que je te propose, c'est d'aller dans la partie réglage. Dans la partie réglage, on va retrouver pas mal d'informations. Donc ce que je te propose là, c'est qu'on va les regarder les unes derrière les autres, mais tu verras, une fois que tu vas connaître ce plugin, tu vas y passer vraiment extrêmement peu de temps. Donc par défaut, ce que je te propose, c'est de laisser les fonctionnalités qui te sont proposées actives, à l'exception d'une seule chose, le partage sur Slack. Alors perso, je le désactive systématiquement, tout simplement parce que j'en ai juste absolument jamais besoin. Ok, ce que tu dois savoir sur le fichier sitemap, c'est que c'est un fichier XML qui sert principalement au moteur de recherche. Son but, c'est de venir inscrire à l'intérieur toutes les dernières pages que tu as pu écrire sur ton site web. Le principe, permettre au moteur de recherche de ne jamais passer à côté d'un contenu et de toujours pouvoir y accéder, quel que soit le maillage de ton site. Bref, on ne va pas en parler trop aujourd'hui, on y reviendra un peu plus en détail dans cette fameuse vidéo sur la Search Console. Maintenant qu'on vient de voir la partie réglage fonctionnalité du site, on va regarder maintenant la partie réglage essentiel. Ici, dans la partie réglage essentiel, tu vas retrouver pas mal de petites choses. Première chose, le nom de ton site, comment il va s'afficher. Ici, le titre alternatif de ton site. Ici, le slogan ou encore la baseline. Et ici, tout ce qui va être séparateur de titre. Donc le séparateur de titre, tu vas le retrouver notamment quand Yoast va venir écrire par défaut le titre d'une page. Il va souvent y avoir le titre, le séparateur, le nom de ton site. Ensuite, tu peux retrouver une image à mettre en avant. Donc là, l'idée, c'est pour ta page d'accueil, d'avoir une image qui vienne illustrer ton site. Ça te permettra de pouvoir la voir quand tu feras un partage. Et tout le reste, c'est pour la fonctionnalité premium. Donc, on peut passer à autre chose. Maintenant, on va regarder la partie représentation du site. Donc, la partie représentation du site, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, on est en train de venir parler ici de ce qu'on appelle des microdonnées. Un petit peu comme le sitemap tout à l'heure, on ne va pas voir en détail ce que c'est dans cette vidéo. Les microdonnées, c'est la même chose. On en fera une vidéo à part entière, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. L'idée, pour faire simple, c'est que les microdonnées, c'est du code qui est rajouté à l'intérieur de tes pages. Toi, tu ne la vois pas quand tu consultes ton site, mais les moteurs de recherche, eux, le voient bien. Et l'idée est de permettre de mieux comprendre aux moteurs de recherche à quoi correspond le contenu qu'ils lisent actuellement sur ton site. Par exemple, dans la partie représentation du site, ce que te propose de te faire Yoast, en réalité, c'est de venir inscrire à l'intérieur de ton code des informations pour pouvoir venir comprendre qui est la personne derrière le site. Soit ça va être une entité, soit c'est une personne physique. Donc c'est assez simple de comprendre quelle est la différence entre une entité ou une personne physique. C'est soit tu es une entreprise, soit tu es un blogueur. On va le dire ça comme ça rapidement. Donc en fonction que je choisisse si je suis une entité ou une personne physique, je vais avoir différentes informations qui s'inscrivent sur le site. Et c'est pour ça que j'ai ici
un changement d'informations qui me sont demandées. Donc si je suis une entité, par exemple, il va venir me demander le nom de l'entité, son nom alternatif, le logo de l'entreprise. Et donc une autre information qui va être délivrée à l'intérieur de ces microdonnées, ça va être par exemple des liens vers vos réseaux sociaux. Ici, Yoast vous laisse la possibilité de pouvoir indiquer un lien vers votre page Facebook ou votre page Twitter. Une fois que c'est fait, cliquez sur Enregistrer modification. Ok, un autre truc qui va être intéressant et qui sera aussi particulièrement intéressant au moment où on viendra regarder la Search Console ou la Bing Console, c'est la possibilité de pouvoir venir ajouter des codes de vérification. En effet, tu verras ce qui se passera quand on va venir associer ta console Bing ou ta console Google à ton site. Google ou Bing a besoin de savoir que c'est bien ton site. Donc du coup, ce qu'il va te demander, il va te donner un code et il va te demander de venir l'afficher à l'intérieur du code source de ton site. Donc pour ça, pas de panique. Yoast y a pensé. C'est ici que tu vas venir ajouter le code, par exemple, que Google te donnerait pour pouvoir t'identifier. Une fois que c'est fait, tu cliques sur Enregistrer. Encore une fois, je reviendrai un peu plus précisément sur cette partie quand on sera dans la Search Console. Ok, maintenant que c'est fait, on peut aller regarder la partie page d'accueil. Donc là, la partie page d'accueil, elle sert surtout à te permettre de pouvoir avoir une meta title, une méta description, mais aussi des microdonnées adaptées pour les réseaux sociaux, fait pour la page d'accueil. Pourquoi est-ce qu'on va retrouver en particulier la page d'accueil dans la partie configuration Yoast et on verra que dans les pages, en réalité ça on va le retrouver directement dans les pages. Ce qui peut arriver, c'est qu'en réalité dans ton thème, il n'y a pas véritablement de page d'accueil qui soit accessible dans le back-office. Tu ne vas pas avoir la possibilité d'accéder à une page qui s'appelle Accueil, dans laquelle tu vas pouvoir venir adapter ton titre et ta métadescription. C'est pour ça que Yoast laisse ces possibilités à part entière. Ok, donc on continue dans la partie article. Ici, l'idée, c'est de venir configurer un comportement par défaut. Bien évidemment, sur chacune des pages, des articles ou des pages de ton site WordPress que tu vas venir créer, tu vas pouvoir venir surcharger cette fonctionnalité. Mais l'idée, elle est que si jamais, par exemple, un jour, tu publiais en oubliant de venir optimiser, au moins qu'on ait quelque chose de pas trop sale. Et là, c'est un petit peu ce qu'il te propose. Là, par défaut, ce qu'il va venir te proposer, c'est de venir mettre le titre, le nom de la page, le séparateur et le titre du site. Ok, pourquoi pas. Ensuite, il va te proposer un schéma par défaut. Donc le schéma, c'est quoi? C'est tes microdonnées. Comme on vient de le voir à l'instant, on vient de voir à l'instant des microdonnées qui étaient utilisées pour pouvoir venir se mettre sur ta page d'accueil ou à certains endroits spécifiques de ton site. Chaque page, chaque article de blog que tu vas faire va également embarquer ses propres microdonnées. Là, l'idée, elle est de venir indiquer par défaut quel est le type que l'on pense qu'il va avoir sur cette page. Donc par exemple, si je suis sur ma page de blog, donc c'est normal qu'elle soit de type page web, article, mais je pourrais très bien configurer un autre type de page, comme par exemple une page à propos qui aura ses propres microdonnées, ou pourquoi pas une page de type FAQ. Ok, donc là l'idée, sans vouloir encore une fois rentrer dans les détails, on va faire une vidéo bien plus précise dessus. Chaque type de microdonnées, chaque type de page doit avoir son type de microdonnées. C'est ça le truc. Et là, ce que te propose Yoast, c'est d'embarquer un schéma par défaut sur l'ensemble de tes pages. Encore une fois, on va voir qu'on va pouvoir venir le surcharger quand on va créer notre page. Ok, donc en réalité, pour te le dire simplement, ici, je touche pas grand-chose. Et ça va être la même chose dans la partie page où je ne vais pas venir toucher grand-chose. Mais pour le petit plaisir, je retrouve ici la configuration par défaut du titre, la méta si je le souhaite. On peut voir ici que j'ai la capacité de pouvoir venir insérer, si je le souhaitais, une variable qui va venir s'instancier ici par rapport au nom de la catégorie principale. Mais je vais également avoir la possibilité de pouvoir embarquer un type de schéma par défaut, encore une fois, sur les pages que je vais créer. Ok, donc si tu as modifié quelque chose ici, je t'invite à cliquer sur enregistrer les modifications. Mais bon, logiquement, normalement, tu n'as pas fait grand-chose. Donc là, on va aller vite parce que ici, ça ressemble beaucoup à la partie articles et pages, sauf qu'au lieu d'être des articles et des pages, c'est des catégories et des étiquettes. Petite question, est-ce que tu connais la différence entre des catégories et des étiquettes dans WordPress? Alors si tu ne sais pas, pour le dire vraiment très rapidement, une catégorie, c'est un petit peu comme un silo dans lequel tu mets une information. L'idée, elle est que cette information, elle rentre dans un silo et dans un seul silo, alors que les étiquettes, le but, c'est de trouver des points communs entre tous ces silos et de venir raccorder les articles ensemble
en dehors de leur propre catégorie. Bref, je t'invite à y faire attention, hein, c'est souvent une grosse source de duplicate content, notamment à l'intérieur de ton site WordPress. Ok, donc catégorie, étiquette, hein, c'est un petit peu la même chose. Maintenant, ce que je te propose de regarder, c'est la partie avancée. Première chose, on va avoir la partie optimisation de l'exploration. Ici, ce que je te propose de faire, ça va être de venir retirer pas mal de choses. Première chose, venir retirer les liens courts. Pourquoi? Parce que nous, on va utiliser des liens descriptifs. On ne veut pas venir passer à un lien P égale un chiffre au moteur de recherche. L'idée, elle est que notre URL soit bien plus descriptive, qu'elle passe des mots-clés à l'intérieur. Donc ça, je le squeeze. On vient également retirer le lien de l'API REST. J'en ai pas besoin. Je ne l'utilise pas dans le cadre de ce projet, donc je la retire. Pareil, tout ce qui est RSD, WLW, je le retire. Les embedded, je les enlève. Les balises de générateur, on les retire. Les en-tête, on les retire. Les propulsés par, au revoir. Et on vient retirer le flux globaux des commentaires. On n'en a pas besoin. Un autre truc qu'on va venir faire, c'est retirer les flux des auteurs et autrices d'articles et retirer l'accès à l'API WP JSON. Donc là, grosso modo, je viens de faire plusieurs choses. Ce que je viens de faire, c'est nettoyer une partie du code pour ne pas indiquer certains liens qui sont inutiles et qui pourraient venir me causer du tort dans le cadre d'une attaque. Et en plus, je viens de retirer certains liens qui pointent vers certaines parties du site qui, si jamais je les laissais, pourraient potentiellement venir créer du duplicate content. Un exemple, le lien auteur. Aujourd'hui, si tu es seul sur ton site WordPress, ce qui va se passer, si tu laisses activer le lien vers la partie auteur, tu vas te retrouver à avoir une page qui recense l'intégralité du contenu que tu as publié sur ton site. Et comme tu es la seule personne qui publie sur ton site, et cette page, en fin de compte, c'est exactement la même que ta page de blog. Ok, donc une fois que c'est fait, on clique sur enregistrer les modifications. Et on passe sur la partie fil d'Ariane. Donc tu vois, si tu ne sais pas ce que c'est, le fil d'Ariane, c'est souvent ce que tu retrouves tout en haut d'un site web dans lequel tu vas retrouver la page active, la page parente et la catégorie à laquelle elle appartient et la page d'accueil de ton site. Ok, c'est ça un fil d'Ariane. Donc ici, deux petites choses à savoir, c'est ce que tu vas utiliser comme séparateur, ça c'est à toi de décider. Et ici, tu vas avoir ton texte d'ancrage pour ta page d'accueil. Alors, petit tips comme ça en passant, ton texte d'ancrage pour ta page d'accueil, ce que je te propose de faire, c'est d'utiliser un mot-clé qui est important pour toi, qui va venir caractériser ton site. Comme par exemple, pour nous, apprendre le SEO. Par exemple, si c'est un mot-clé sur lequel je voulais venir positionner le site, ça aurait beaucoup d'intérêt de venir adapter, de venir optimiser ce texte d'ancrage pour ma page d'accueil. Ok, une fois que c'est fait, ce que je te propose, c'est de venir cliquer sur enregistrer, puisque les autres parties, non pas qu'elles ne nous intéressent pas, mais on verra qu'on viendra les optimiser peut-être un petit peu plus tard. Mais là, l'idée, c'est les mots qui viennent apparaître devant ton fil d'Ariane. On continue, on part sur la partie archives d'auteur, autrice. Ici, je pense que si tu as bien suivi ce que je viens de te dire, tu sais déjà ce que tu dois faire, tu dois venir désactiver ces archives. Donc maintenant qu'on vient de désactiver la partie archives d'auteur-autrice, je pense que tu me vois venir sur le reste. Ce qu'on va faire pour archives par date, c'est exactement la même chose. Je viens les désactiver. Archives par format, c'est pas mieux. Je viens les désactiver. Tu vois, le problème, c'est ça. C'est que sous WordPress, tu vas venir, toi, classer tu vas venir classer tes articles, tu vas venir classer tes pages dans des catégories. Ce que tu veux, la plupart du temps, c'est que les utilisateurs naviguent à l'intérieur de ces catégories. Mais sous WordPress, ce dont tu n'as pas conscience, c'est que WordPress, c'est avant tout un système de blog. Donc comme c'est avant tout un système de blog, ce qu'il fait, c'est qu'il vient créer des archives complémentaires. On vient de le voir, il y a plusieurs archives, les archives par auteur, les archives par date. Et ces archives par auteur et par date, elles nous posent un problème quand on travaille avec des catégories, c'est qu'elles viennent mettre à l'intérieur l'intégralité de tout notre contenu. On vient se retrouver à proposer à Google des pages très similaires, avec du contenu très similaire, sauf que les URL sont complètement différentes. Ça, Google, il kiffe moyen. Donc du coup, c'est exactement ce que je viens de faire là. Je viens de couper les liens pour éviter d'indiquer à Google d'aller regarder ces pages-là. On n'a pas vraiment très envie qu'il aille les indexer. Donc on commence à approcher du bout du doigt la fin de la configuration du plugin. Là, on peut regarder la partie page spéciale, pas grand chose à dire. Pareil, la page de fichier média,
hein. Je crois que c'est assez clair sur le fait qu'il ne faut pas trop y toucher. L'idée aujourd'hui, elle est que sur WordPress, quand tu accèdes à un média, tu as accès directement au média. Par exemple, si tu regardes une image d'un point JPEG, tu arrives sur le point JPEG de cette image. Ici, si jamais tu actives cette fonctionnalité-là, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas consulter une image, tu vas arriver sur une page WordPress qui va parler de cette image. Je te le déconseille vivement. Et enfin, on va terminer sur la partie flux RSS. Donc la partie flux RSS, c'est ce qui permet à des lecteurs de RSS de pouvoir venir lire les dernières actualités sur ton site. Là, pareil, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est savoir que ça existe et surtout savoir que Yoast te permet de pouvoir ajouter un message au début et à la fin de ton flux RSS. Donc là, on vient de voir la partie réglage du plugin. Je ne vais pas te mentir, il n'y a pas grand-chose de plus à savoir ni à faire. On a pris un petit peu notre temps. L'idée, elle était de ne pas aller directement sur les options qu'on va configurer, mais plutôt de voir ce que le plugin permet ou pas de faire. Et ici, on va faire vraiment la même chose, mais en mode très rapide. Et on va découvrir qu'est-ce qui se cache derrière les autres entrées de ce menu. Alors, dans la partie intégration, l'idée, elle est assez simple, hein. C'est des plugins de plugins pour Yoast. Ici, la seule chose, moi, qui va venir m'intéresser, c'est la partie SEMrush. Si tu as un compte SEMrush, tu vas pouvoir venir le plugin ici et avoir un retour d'informations dans la partie création de contenu. Je t'en parlerai au moment venu. Mais bon, si tu n'as pas de compte SEMrush, ce que je te propose, c'est de venir tout désactiver. Donc, pour les curieux et les curieuses, on regarde la partie outils. Ici, on peut voir surtout que ça va nous servir d'importation et d'exportation, mais également de venir faire du traitement par lot. Ok, donc par exemple, tu peux exporter l'intégralité des réglages de ton Yoast. Si tu n'as qu'une seule installation WordPress, ce n'est pas franchement utile, mais dès que tu veux en avoir plusieurs, ça va te permettre de pouvoir économiser pas mal de temps. On continue, on va regarder dans la partie Académie. Je pense que ça parle tout seul. Bon, là-dedans, il y a un petit peu à boire et à manger, il y a du gratuit, il y a du payant. Ce n'est pas les seules formations qui existent, mais je te dirais déjà que si tu découvres un petit peu, on a déjà un premier pied à l'étrier qui est plutôt pas mal. Et bien évidemment, tu vas avoir des tutos encore plus complets sur l'utilisation de Yoast. Cela va de soi. Ok, la partie premium maintenant. Pour pas te mentir, moi je ne l'ai jamais utilisé dans sa version premium, donc je ne vais pas véritablement pouvoir te guider de ce que ça fait, de ce que ça fait pas en version premium. La seule chose que je sais, c'est qu'aujourd'hui j'utilise depuis des années dans sa version gratuite et pour ça, c'est parfait. Donc maintenant, tu t'en doutes, vu que la partie entraînement et redirection, c'est des parties premium, il nous reste que la partie support à aller regarder. Et comme dans la partie support, on se doute de ce qu'on va trouver, on a fini l'installation. D'accord, donc vu que la partie entraînement et redirection sont des parties premium, ce que je te propose pour finir, c'est de découvrir la partie support. Pas de surprise. La partie support, tu y retrouves des supports dans laquelle tu vas retrouver notamment une partie FAQ, mais une partie ressources additionnelles pour pouvoir mieux maîtriser le plugin Yoast. Mais bon, Yoast, c'est bien plus qu'une installation, c'est un plugin qu'on va utiliser à chaque fois qu'on va venir créer un contenu. Par exemple, si maintenant tu vas vouloir créer un article, tu peux aller sur ton back-office, d'aller dans Article, Ajouter. Et ce que tu vas voir, c'est qu'il y a une nouvelle partie en bas à gauche de ton créateur de contenu qui est apparue. C'est la partie Yoast qui va te donner plein d'informations au moment de la création de ton contenu. Et tu sais quoi? On s'arrête ici dans la découverte de Yoast. Ce que je te propose pour pouvoir découvrir comment utiliser Yoast pour pouvoir rédiger son contenu, c'est de découvrir notre vidéo sur la rédaction de contenu, dans laquelle justement je vais utiliser cette partie du plugin pour pouvoir mieux la comprendre et l'utiliser de manière concrète. Comme toujours, je te remercie de lâcher un pouce vers le haut, c'est hyper important pour l'algo. Et si jamais tu as la moindre question ou la moindre remarque, écoute, il suffit que tu laisses un commentaire, je suis là pour t'aider. À bientôt.